Dans ce studio, Charlotte Dornelas, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse que vous soyez. Vous n'étiez pas là samedi dernier. Non. Vous m'avez manqué. Ah bah écoutez, vous aussi, mais... Bah oui, non, vous ne me m'avez revoilà, pas du tout manqué. Je pense que vous étiez ailleurs et vous aviez bien raison. Bonsoir Jean-Christophe Gagnin, Bonsoir, merci d'être Pascal. avec nous, politologue et communicant. Je voudrais qu'on revienne un instant sur cet entretien d'Emmanuel Macron que vous avez certainement découvert dans la presse quotidienne régionale. Emmanuel Macron qui annonce qu'il va bientôt annoncer une grande refonte du SNU. Emmanuel Macron se dit défavorable en revanche à un retour du service militaire obligatoire. Voilà, il veut refondre le service national universel mis à mal par l'instabilité parlementaire et budgétaire et veut renforcer le lien entre les citoyens et l'armée. Ça, c'est la première chose. Emmanuel Macron qui évoque aussi l'envoi de troupes en Ukraine et qui parle de réarmement européen, de service militaire. Beaucoup de choses en fait. Si vous avez vu cette interview peut-être, Charlotte Dornelas, la volonté d'Emmanuel Macron aujourd'hui de se diriger effectivement et de défendre et de relancer notre défense, notre armement. Il incite également nos entreprises à se relancer dans l'armement. Oui, alors la question c'est que dans les orientations, elles sont constantes ces derniers jours en tout cas. Maintenant dans les faits, ça reste flou parce qu'il y a un engagement qui est à un niveau européen comme souvent chez Emmanuel Macron, comme depuis quelques jours, notamment sur la question du réarmement. Et il y a deux choses à ça. C'est d'abord, il faut se mettre d'accord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à l'unanimité dans l'Europe. Et ensuite, l'engagement, vous savez, l'engagement pour défendre son drapeau, quelque chose déjà qui est difficile, qui n'est pas évident pour les nouvelles générations dans la mesure où c'est une question nouvelle, on va dire, qui se pose et qui ne peut se faire à l'échelle européenne. Le ressort de l'engagement, il est national. Donc il y a encore beaucoup de flou, je trouve, autour des déclarations d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, quand concrètement ça vient se caler sur la refonte du SNU, il n'y a rien de très nouveau. À force de refondre le SNU, je ne sais plus ce qu'il en reste vraiment. Et donc voilà, donc la notion de réarmement, encore une fois, c'est à quel niveau. Allez, on se dit les choses, Charlotte Dornelas, on n'apprend pas grand-chose, c'est ça ? Bah non, mais c'est-à-dire que oui, non, on n'apprend pas grand-chose parce que Emmanuel Macron n'est toujours pas plus précis qu'il ne l'a été ces derniers temps. Enfin, Non, là, effectivement, relance de l'armement. Alors, que dit le communicant que vous êtes, Jean-Christophe Gagnin, de cet entretien et de ces annonces d'Emmanuel Macron? Je sais pas, moi, relancer mais il l'avait déjà dit, non? Ah oui. Je crois que c'est la version écrite de son intervention télévisée. Il est dans l'affirmation d'une volonté d'occuper. Alors ça, c'est plutôt bien. Ouais. Et je parle pas du niveau français. C'est-à-dire qu'il y a une période de flottement en ce moment entre le vote au Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution américano-russe qui a marqué quand même un changement de le soir de la international énorme. C'est-à-dire que, ou d'ailleurs, de mon point de vue, j'ai pas compris la non-vétoisation par la France de cette résolution. Si on veut faire quelque chose de très fort, il fallait le faire à ce moment-là. La France, qui est le seul membre du Conseil de sécurité européen. Et pourquoi européen. Emmanuel Macron sort du bois maintenant, Jean-Christophe Gagnin ? Il a cette volonté. Alors là, pour le coup, on peut pas lui en vouloir. Il a toujours voulu cette défense européenne, cet engagement. Oui, mais là, on de la négocie sécurité. en ce moment. Pourquoi maintenant on parle de réarmement ? Parce que on est dans une version où on négocie sans très largement s'emparer de la position européenne. On négocie sur la réalité d'un pays qui, malgré tout, s'il n'est pas dans l'Union européenne, est sur le continent européen. On négocie quelque chose qui est non pas une paix, mais une trêve potentielle avec des acteurs qui, l'un est quand même celui qui a agressé un pays, de l'autre non, avec un grand parrain qui était notre allié, qui n'est plus tout à fait notre allié aujourd'hui, en tout cas dans sa détermination, même militaire, défensive, mais alors commercialement, on pourrait en reparler encore. Donc oui, il y a besoin malgré tout pour des Européens et pour un certain nombre d'Européens de prendre des initiatives, ce qui a été le cas d'Emmanuel Macron. C'est difficile. Pour les Allemands, ils sortent d'une élection, encore que leur chancelier a pris des dispositions, en tout cas des positions qui sont très fortes par rapport à ce qui était auparavant. Et tout le monde s'embarque aujourd'hui, depuis la Pologne, les États baltes et ainsi de suite, même s'il y a évidemment M. Orban, M. Fico, un doute sur Meloni, mais c'est en train d'être réglé, qui font que oui, il n'y a pas une unanimité des 27, mais il y a aussi la Grande-Bretagne qui vient derrière. On est quand même dans une trajectoire qui dit, voilà, on doit faire face à des besoins qui sont de se défendre, parce qu'on n'aura plus le parapluie américain, et on a une opportunité extraordinaire, parce que c'est quand même ça dont il s'agit, c'est de recréer ce qu'on a abandonné pour les Allemands, pas tout à fait, parce qu'ils continuent à vendre des armes depuis très longtemps, mais ils n'avaient pas de défense. Ils vendent le char Léopard,
c'est le char le plus vendu au monde, c'est un char allemand. Donc, vous voyez, ils n'ont pas oublié de faire voilà. Et qui, pour eux, est une solution demain, de sauver une partie de leur industrie qui était automobile, vous parliez d'automobile autonome tout à l'heure, vers quelque chose qui sera la fabrication défensive. Donc, la France, elle veut sa part aussi, les autres pays veulent leur part aussi. Au-delà de l'aspect, on va se défendre par rapport à un agresseur éventuel qui est la Russie. Donc, on est à un moment d'un tournant. Ce tournant, il a des versions politiques, oui, mobiliser l'interne, reprendre position là où il avait un peu disparu et s'était retrouvé président de la République un peu borduré. Ça, c'est normal, c'est un grand moment, c'est un moment de tournant international, on peut pas lui en vouloir, c'est sa responsabilité. Et puis après, il y a cette responsabilité d'entraîner peut-être quelque chose au niveau européen qui n'est pas tout à fait évident, je suis d'accord avec Charlotte, mais qui quand même crée une majorité aujourd'hui, qui crée une majorité forte. Et puis on va vers l'Est, hormis ces deux petits pays qui ne sont pas petits, parce que la Hongrie, c'est un vrai pays historique, la Slovaquie, c'est un peu différent, on est face à quelque chose qui va forcément bouger dans les lignes. Ouais. Charles Dornelas, bon. Non, mais encore une fois, la question même de la défense européenne, il y a mille questions qui sont très politiques qui se posent. Oui. Est-ce que c'est une coopération entre nations? Est-ce que c'est un pas de plus dans la fédéralisation qui là est clairement refusé par les peuples, quel que soit le sujet sur lequel ils ne sont plus interrogés d'ailleurs pour cette raison? Donc il y a toutes ces questions-là, mais là, ce qui est absolument évident et ce qui n'est pas clair dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que la question du réarmement, que ce soit français ou même au niveau européen, entre les différentes nations européennes, se fait beaucoup plus en raison du retrait américain dans notre défense, et on découvre qu'on était absolument dépendant, que la paix c'était pas l'Europe. Évidemment qu'on était dépendant, on le découvre que maintenant. Excusez-moi, alors certains le découvrent que maintenant, parce que ce sujet n'intéressait personne avant, mais simplement depuis des années, on vivait sur l'idée que l'Europe c'était la paix. En fait, c'était pas l'Europe toute seule, c'était l'Europe surtout protégée par l'OTAN. Et donc c'est évidemment cette raison-là qui pousse à se poser enfin la question de notre souveraineté, notamment militaire, et beaucoup plus que la menace russe ou autre que nous avance Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça qu'il a l'air à contretemps. En réalité, il n'est pas du tout à contretemps sur la question de comment on se défend par rapport au retrait américain, c'est-à-dire par rapport à la fameuse mort cérébrale de l'OTAN dont il nous parlait quand même il y a quelques temps. Ça l'intéressait. Il s'y intéresse maintenant très concrètement, beaucoup plus que par rapport à ce ressort d'une éventuelle menace russe à Paris dans quelques jours, sur laquelle certains applaudissent. C'est-à-dire que les pays de l'Est, par exemple, ont une menace qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a des positionnements qui sont différents. Il y a des pays de l'Est, alors qui sont pas du tout d'accord avec la défense européenne, en tout cas dans sa version fédérale. Il y a aussi des pays de l'Est qui ne veulent pas du tout se séparer du parapluie américain, par exemple, et qui ne veulent pas à l'échelle européenne. Donc il y a vraiment des regards différents, parce que, et ça, il y a quand même beaucoup de gens qui le disent depuis longtemps, notamment sur la question de la fédéralisation, nous n'avons en Europe pas les mêmes intérêts. Et c'est un mot qui revient peut-être un peu dans le discours politique, mais qui était plus très à la mode ces dernières années. On redécouvre que le monde n'est pas fait simplement de droit et de commerce, et qu'il y a des rapports de force et des rapports de puissance qui se réétablissent dans le monde. Le réveil est un peu brutal, mais peut-être qu'il était nécessaire. Il était peut-être nécessaire. Et quand Emmanuel Macron évoque aussi l'envoi de militaires français en Ukraine ou aux frontières de l'Ukraine. Là, on comprend plus rien, parce qu'il veut envoyer des troupes, il veut plus les envoyer au sol, mais en fait, si. Mais oui, vous avez raison, Charlotte Dornelas. Non, pas du tout. C'est peut-être moi le problème. Peut-être que Jean-Christophe Gallia va nous expliquer. Mais non, vous êtes communicant, on comprend rien ce que. Mais ça dépend de quel soldat. On n'a rien compris. On a déjà des gens, si vous voulez, dans le cadre de justement de notre responsabilité otanisée et européenne, il y a des gens, par exemple, qui sont pas très loin de la ligne de front. Alors, ils sont pas tout à fait en Ukraine, mais ils sont en Roumanie. Et parfois, ils vont. Alors, je suis pas sûr qu'ils aillent en Moldavie, mais vous voyez, ils ont dû faire des petits sauts de l'autre côté de la frontière. Vladimir Poutine a été quand même alerté. Disons attention là. Si jamais vous m'envoyez des troupes là aux frontières, j'estimerais qu'on est en guerre directe. Mais Vladimir Poutine, il est aussi dans de la communication médiatique. Il est aussi dans de la menace qui est là. Vladimir Poutine, il a perdu la bataille de la mer Noire. Il est resté figé sur ses positions tant qu'il y avait un parapluie satellitaire et de renseignements américains, avec aussi évidemment la fourniture d'armes et de consommables militaires sur le terrain ukrainien. Donc attention, Vladimir Poutine, il a une grosse gueule, il est très présent, mais en même temps, aujourd'hui, la réalité de la figure même du combat et de ce qui s'est passé,
c'est une réalité qui est à peu près appréciée à sa mesure. Donc la capacité de dire oui, moi si vous venez avec des soldats, ça a toujours été dit. Il n'y a pas eu d'idée pour l'instant d'aller envoyer des gens au combat. C'est des gens qui peuvent, dans un cas d'une trêve par exemple, protéger des sites, organiser une défense dont l'ONU aujourd'hui, la force multilatérale, oui, elle est contestée parce qu'à chaque fois qu'elle est intervenue, il y a plutôt des drames que des succès. Donc voilà, et puis on voit bien ce qui s'est passé je vous le dis, au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, c'est différent. Donc voilà, on est dans un contexte où il faut des initiatives. Évidemment que c'est flou parce que tout est très agité. Les boussoles sont tombées par terre. Elles tournent même plus dans le vide, elles sont tombées par terre. Donc, ce qui veut dire que tout le monde cherche à trouver une position. Effectivement, plus on se rapproche de l'Est et de la Russie. Vous êtes balte, c'est normal. Vous êtes polonais, c'est normal. Bon, après, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas vu très bien que, à l'intérieur de la Commission von der Leyen, les postes les plus importants liés à ces questions-là sont des postes qui ont été donnés et pris par des gens qui viennent de l'Est. L'Europe s'est orientalisée. Elle s'est pas simplement otanisée pendant cette période-là. Le monde, elle s'est orientalisée. Et donc, si vous voulez, on est face à quelque chose qui fait que la France a besoin de reprendre la parole aussi. Et pour autant, il faut faire attention parce que les Allemands qui, en France, on considère encore sont dans un couple avec la France, vont faire une trajectoire qui est très personnelle à nouveau dans les prochaines semaines et les prochains mois. Notamment sur cet aspect de la réarmement et du rachat d'armes. Par exemple, est-ce qu'ils vont continuer à acheter des armes américaines, dans un contexte où on le sait, quand on achète des armes américaines, c'est pas du mauvais armement, bien au contraire. Bien sûr. Ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait autonome quand on parle d'autonomie européenne de défense dans l'idée de l'utiliser même. C'est-à-dire pas simplement de pouvoir mettre la clé et de le démarrer, ça c'est autre chose, mais d'avoir une difficulté ensuite à l'utiliser. On dépend ensuite en termes de munitions et donc de consommables en réalité, parce que si vous avez un avion américain, vous ne pouvez avoir que des missiles par exemple, ou qui sont un char ou un tank. Bon, les Allemands les fabriquent, mais c'est différent. Voilà. Donc on est dans un moment de chamboulement. Il faut que l'Europe, effectivement, c'est une opportunité parce que Trump crée l'opportunité de recadrer et de recréer un débat. Regardez ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, qui elle est mobilisée certes par la défense, mais aussi parce que l'essentiel des avoirs russes sont à Londres, à la City. Donc son grand enjeu, elle, c'est économique et financier, par exemple. Tout le monde a des intérêts. Tout le monde a des intérêts, parfois convergents, parfois divergents. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est celui de cartels qui s'organisent au gré de leurs intérêts. Si vous voulez. Et là, l'Europe doit devenir, est-ce qu'elle deviendra un cartel ou pas? Un cartel de 27 ou cartel de je sais pas quoi, mais en tout cas, se pose la question pour elle de devenir autre chose qu'un marché. Autre chose qu'un marché. Et pour rebondir simplement une seconde, le caillou dans le pied de la fédéralisation, si je puis me permettre, c'est que la discussion se fait notamment autour du Royaume-Uni. La preuve que la coopération entre États sans la question de l'Union européenne peut se faire, que c'est encore possible. C'est sympathique encore pour nous, ça. Il est 20h44, on va revenir dans un instant, on va parler de Bruno Retailleau qui menace de démissionner. Oui, menace de démissionner, Bruno Retailleau, parce que soit il peut agir avec l'Algérie, soit il dit écoutez les gars, c'est bon en fait. On va faire autre chose. On va en parler dans un instant sur Europe 1, c'est tout de suite 20h44.